Bonsoir à tous, c'est sympathique de vous voir aussi nombreux. Nous sommes très très contents d'accueillir ce soir à la Cité Alison Gorel-Le Pennec, qui nous parlera d'Henri Sihany, de maître et ses étudiants pour mettre en histoire une pédagogie. On peut dire que le hasard parfait fait bien les choses. Après 2 reports dus à la crise sanitaire, cette intervention, elle arrive, comment dire, dans ce qu'on peut appeler un moment Sihany, n'est-ce pas? Comme vous dites, un moment 68, au moment Sihany, à savoir la remise du Grand Prix d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts, qui a été agrémenté d'un superbe entretien qui a été conduit par François Chalin, et la soutenance d'Alison, qui a eu lieu pas plus tard que samedi, 11 décembre, à Paris 1. Lors de sa soutenance, le dispositif forçait Alison à tourner le dos à l'audience. Aujourd'hui, elle est face à vous, et vous invite au dialogue et à l'échange. Bonjour Alison, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à tous, merci Marcos, merci la Cité de l'Architecture et du Patrimoine ainsi que le Centre d'Archives d'Architecture de m'inviter ce soir à parler, après 2 reports, c'est vrai, enfin. Donc il est question de mon sujet de thèse, soutenu donc samedi dernier, très récemment. Ce qui est parfait puisque j'aimerais beaucoup en effet échanger autant que possible avec vous qui pour la plupart avez été acteurs de cette histoire. Donc ce soir je vais parler de votre histoire. Pour commencer, j'aurais aimé peut-être parler d'un livre qui m'a été particulièrement important pour moi dans le cadre de mes recherches. Un livre de sociologie de l'art, celui de Nathalie Hennig, qui s'intitule L'élite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique. Dans ce livre, Nathalie Hennig, sociologue, donc, revient sur la notion d'identité et de ses enjeux. Je vais donc vous donner une citation qui m'a été assez utile, très utile. Elle dit « Le concept d'identité n'a de sens en sociologie qu'à condition de l'envisager comme une construction et non comme une substance. Il n'existe pas d'identité en soi, mais des opérations diverses susceptibles de conférer à un être un ensemble de propriétés relativement stabilisées. » Et elle ajoute plus loin, ce paragraphe un peu plus long, mais tout aussi passionnant, qu'il s'agisse de l'identité individuelle ou de l'identité collective, l'identité ne constitue pas une entité homogène, mais résulte de l'articulation entre 3 moments. L'auto-perception de soi par le sujet, la représentation qu'il donne de lui-même à autrui, et la désignation qui lui est renvoyée par autrui. Et lorsque le décalage entre ces moments est inexistant ou faible, le sujet a à peine conscient qu'il possède une identité. En revanche, un décalage important engendre une crise d'identité, latente ou patente, qu'un effort spécifique de représentation aura pour charge de gérer. Voilà, cette longue introduction, cette longue citation pour revenir aujourd'hui, ce soir, sur une notion qui était au cœur de mon sujet, cette notion d'identité. Dans la mesure donc, où je me suis intéressée dès mes débuts de recherche de thèse en 2014 à l'enseignement d'Henri Sihany Uno et donc à ses effets dans le champ professionnel. Pour les personnes donc, qui ne connaîtraient pas l'enseignement d'Henri Sihany Uno, il s'agit donc de la pédagogie de l'architecte Henri Sihany, monté dès UP7 au Grand Palais, quand il est arrivé en 1969 et qu'il a ensuite été à la tête de l'atelier en 1971. Et par la suite, en 1978, il a cofondé Uno à l'UP8, Paris-Belleville, avec, pour citer donc les 4 fondateurs, Édith Girard, Jean-Patrick Fortin et Claude Vier. Cette notion d'identité donc a été particulièrement pertinente pour
pour ce sujet d'étude, pour donner des clés de contexte, pour revenir en fait sur cette sorte de suicide social dont parle Jean-Louis Violo au lendemain de la succession architecture donc de l'école des Beaux-Arts. Il s'agit en fait pour les architectes de se poser cette question. En effet, quelle identité d'architecte s'agit-il d'imaginer et de défendre? Et on peut dire que c'est toujours une question qui est aujourd'hui posée et qui date donc de ce moment 68. On connaît, je vais peut-être rappeler très brièvement ce qu'était l'enseignement des Beaux-Arts. C'était une formation systématique, attachée à une culture spécifique, centrée sur la conception, et qui constituait d'une certaine manière un moyen de distinction vis-à-vis des non-professionnels, en ce qu'elle était à l'origine donc d'une fonction d'expertise et finalement permettait de donner une forme de titre de noblesse à ceux qui étaient passés par cet enseignement. On sait par ailleurs donc que c'est un enseignement qui était extrêmement problématique, critiqué, remis en cause, notamment parce qu'il s'agissait d'un enseignement sclérosé. Je vous renvoie là-dessus, bien sûr, à l'ouvrage de Jean-Louis Violo, je ne vais pas m'épancher davantage. Mais sans oublier par ailleurs que la profession était elle aussi extrêmement en crise, liée au fait qu'il y avait un rationalisme triomphant et que la figure, disons, constituante de l'architecte-artiste, à laquelle était rattachée la figure de l'architecte, ne faisait plus forcément sens par rapport à ce contexte de production, de travail. Donc toute la question qui émerge après ce moment 68, c'est une question de représentation de soi, une affaire de perception qui plus largement en fait révèle la difficulté de la profession finalement à s'entendre et plus largement à se faire une place singulière au sein de la société depuis ces années. Donc très, très impactée par ma lecture de Nathalie Hennick, je me suis pendant toutes ces années de recherche intéressée au discours, aux représentations. Et pour moi, il s'agit finalement de comprendre et d'expliquer comment une partie des architectes, ceux que j'ai choisi d'appeler les nouveaux modernes, c'est-à-dire ces partisans de la modernité comme projet inachevé, a opéré au sujet de la profession un travail d'autodéfinition et d'autoconsécration, afin donc que la profession soit valorisée et perçue comme appartenant au sommet de la hiérarchie sociale. Donc voilà, c'était une introduction donc à mon propos. Ce soir, j'ai fait le choix de m'intéresser, disons, à 3 types de sources qui m'ont particulièrement passionnée pendant ces années de thèse. Et j'ai choisi ces sources-là, en ce qu'à mon sens, elles sont révélatrices d'ambiguïté, de contradictions, disons, inhérentes au monde de l'architecture depuis le moment 68. Et il me semble que ces contradictions sont particulièrement intéressantes dans le cas de l'enseignement d'Henri Siriani-Uno, qui ne pouvait guère échapper à ces questions, ces ambiguïtés, en ce que chacun reste tributaire de son milieu et de son époque. Donc ce soir, faute de temps, et je ne pourrais pas revenir sur l'ensemble des ambiguïtés et des contradictions et des caractéristiques de cet enseignement, mais aujourd'hui est plutôt l'occasion de revenir sur des interrogations et des réflexions que j'ai particulièrement aimées pendant mes années de thèse, débutées en 2014. Donc je vous présente ici l'équipe pédagogique d'Uno, bien après donc, sa fondation, une équipe jeune, composée principalement d'étudiants diplômés par cet enseignement, donc Laurent Salomon, Malcolm Nouvel, Olivier Gainet, Alain Dervieux, Gaëtan Le Penuel, Didier Sancet et Lorenzo Piqueras. Des images de mai-juin 68 devant l'école des Beaux-Arts. Et ensuite, donc, une première contradiction sur laquelle j'aimerais revenir, ou pas forcément une contradiction, mais se poser la question en effet de l'importance de ce moment pour les architectes, le moment des études, celui, il me semble, c'est l'hypothèse méthodologique du moins que je fais, où se pose l'origine de questions identitaires. Et là-dessus, il me semble, il est vrai que les espaces pédagogiques conditionnent en partie l'organisation du champ architectural et ses productions. Donc ça, c'est une hypothèse méthodologique qui en fait a structuré l'ensemble de ma thèse assez rapidement. Et en fait, donc, il s'est posé cette question de l'origine des questions identitaires assez rapidement, mais encore plus encore, lorsque j'ai découvert aux archives nationales des comptes rendus de réunions de l'école d'architecture de Paris-Belleville,
donc UP8 encore à ce moment-là, des comptes rendus des années 1970, 1980, début 1990. Et en fait, dans ces comptes rendus de réunion, alors il était très clair et très intéressant à la fois de voir qu'il existait, que s'opposaient deux visions bien connues dans cette école, deux visions portées finalement par le groupe, portées par la figure de Bernard Huet étant cette figure tutélaire à l'origine de Paris-Belleville, UP8, et plus par ailleurs donc le groupe UNO porté en quelque part par la figure charismatique d'Henri Sirgani. Donc on peut dire que les figures de Huet et de Sirgani ont incarné cette opposition, bien que, globalement, finalement, ce sont deux pédagogies qui étaient mues par les mêmes ambitions. Je m'explique. Responsabilité sociale de la profession, mépris de sa dimension mercantile, poursuite de l'idéal de l'intellectuel spécifique, valorisation du travail, de la discipline plutôt que de l'innovation et de la créativité, un enseignement qui se veut égalitaire et dépourvu de toute sélection sociale. Donc pour les deux enseignements, il s'agissait bien de former des projeteurs et de travailler principalement sur des programmes publics. Mais si ces deux enseignements avaient les mêmes objectifs, il me semble néanmoins, et c'est ce que révèlent ces comptes rendus de réunion, qu'ils étaient en total désaccord sur la manière d'y parvenir. Ce que dit très bien en fait Claude Vier, donc l'un des fondateurs d'UNO, à l'occasion d'une réunion du conseil d'administration en 1986, lorsqu'il dit « Dans cette école, il y a un consensus pour rester centré sur le projet. L'architecte projeteur est le centre des préoccupations et à partir de ce point commun, il y a des divergences. » Je dirais des divergences d'abord sur le plan des idées, dans la mesure où, adepte du mouvement moderne et de ses orientations qu'il veut réhabiliter, le groupe UNO défend une approche finalement opposée à celle de Bernard Huet et de ses partisans qui, eux, construisent plutôt une représentation critique de l'espace moderne pour comprendre les causes de son échec. Divergence également sur le plan de la conception de l'architecte et des conditions d'accès au métier. De fait, d'un côté, il y a, du côté d'Henri Sirgani UNO, il y a une vision qui montre l'architecte du côté d'une pratique extraordinaire et éclairante, en ce qu'il y a un attachement finalement au geste donateur du créateur et par association à l'élitisme artiste. Tandis que du côté de Bernard Huet et d'UNO, il me semble qu'il s'agit davantage d'une pratique ordinaire, modeste. Et bien sûr, il y a aussi une vive opposition sur le processus de sélection. C'est ce qui est très clair dans ces archives. D'un côté, en effet, le groupe UNO veut sélectionner par le travail au cours des premières années, tandis qu'au contraire, du côté du camp Huet, il s'agit davantage d'opérer une sélection dès avant les études pour ne s'adresser qu'à un groupe restreint. Et en fait, au-delà de ces deux visions qui s'opposent très, très clairement, il me semble en fait que ces deux enseignements posent des questions beaucoup plus globales sur l'enseignement de l'architecture et ses enjeux, je dirais presque à l'échelle de l'histoire de l'architecture et de son enseignement. Je m'explique. En fait, il me semble, et à nouveau les échanges entre Claude Vier, Serge Santelli notamment et Jacques Frédès sont très révélateurs, il me semble qu'il y a une tension inhérente à l'architecture et à son enseignement, c'est-à-dire une tension entre formation systématique, attachée à une culture spécifique, qui en cela permettrait d'une certaine manière d'élaborer des moyens de distinction vis-à-vis des profanes, en ce qu'on formerait des experts, en quelque sorte, qui assureraient un titre de noblesse culturelle. Et de l'autre, en effet, doit-on davantage s'ouvrir à des enseignements expérimentaux, c'est-à-dire aspects techniques, urbanisme, sens social, etc. Donc on est en pleine période de quête de l'identité perdue, depuis 1968, c'est un questionnement qui se prolonge. Et finalement, on pourrait dire que se pose la question, l'ouverture interdisciplinaire et l'extension du rôle accordé à l'expérimentation ne risque-t-il pas, à terme, de mettre en péril l'existence et la reconnaissance de l'architecte ? C'est la question très ouverte que posent les partisans finalement d'un enseignement fondé sur des critères d'excellence spécifiques qui créent finalement un phénomène parfois académique, en ce qu'est mis en avant une culture uniforme et cohérente. Donc j'emploie cette notion d'académique non pas du tout dans un sens péjoratif, mais lié à l'histoire de l'architecture. Donc un attachement donc, aux attributs traditionnels de la profession. Mais bien sûr, on connaît par ailleurs les perversions d'un tel système, et c'est en cela notamment que les Beaux-Arts et la section architecture avaient été vivement critiqués avant d'être liquidés. Donc, entre autres, routine dans la pratique, fermeture aux éléments extérieurs, tension et éléments extérieurs.
Donc après le moment 68, on peut dire que la tension entre système académique, indispensable finalement à l'effet de distinction, et impératif d'innovation et d'ouverture est particulièrement sensible. D'où la haute complexité du monde de l'enseignement depuis ces années. Pour poursuivre sur toujours UNO à Paris-Belleville, donc l'un des enjeux, par ailleurs, entre ces enseignements qui constituent cette école, est finalement d'imposer sa représentation et de conquérir une forme de pouvoir. Et cette conquête, en fait, ce qui est intéressant, passe par l'audience des étudiants. Au cours des années 1980, c'est une période de consécration de la génération 68, qui, entre grands projets mitterrandiens et décentralisation, est propulsée sur le devant de la scène. Et Henri Siriani, notamment, ou principalement, devient l'un des architectes stars de la commande publique. Donc, par exemple, il y eut cette exposition en 1984 à l'IFA de 3 architectes, donc Christian de Portzamparc, Henri Gaudin et Henri Siriani, qui montrent bien en effet la reconnaissance très officielle d'Henri Siriani. Je vous présente les 3 affiches d'exposition, les lieux d'exposition. Mais aussi, autre source qui révèle bien en effet cette dimension architecte star de la commande publique, ce sont les publications. L'architecture d'aujourd'hui, en 92, publie un numéro spécialement à Henri Siriani, dans lequel Marie-Jeanne Dumont, à l'origine du dossier, revient très longuement sur l'enseignement d'UNO. Et publié également dans AMC plusieurs pages à l'historial de la Grande Guerre à Péronne. Donc on voit bien en effet qu'il s'agit d'une valorisation symbolique très forte de l'architecte enseignant Henri Siriani. Et sans oublier bien sûr que 1990, la décennie 90, c'est un moment où sont très valorisés symboliquement les anciens élèves d'Henri Siriani et puis des débuts d'UNO, ce que donc j'appelle les nouveaux modernes, ces fidèles de la modernité comme projet inachevé. C'est donc une pédagogie reconnue symboliquement et qui fait venir bon nombre d'étudiants, d'autant plus que c'était une période, bien sûr, pendant laquelle il y a une très forte médiatisation dans un contexte de confrontation entre 2 visions de la modernité, donc la modernité comme projet inachevé, et la modernité ou l'esprit du temps, l'une portée par Paul Chemetov, que soutient Henri Siriani notamment, et l'autre portée par Jean Nouvel. On peut dire en fait que ce qui est intéressant, ce sont les pages de l'architecture d'aujourd'hui de 92 sur UNO précisément. Donc on peut dire que ce qui est intéressant, c'est que si cette pédagogie finalement depuis UP7, et c'est un même phénomène qui se produit à UP8, si cette pédagogie se situe volontairement en marge, en fait elle va bénéficier d'une très large médiatisation qui va finalement être à l'origine d'une reconnaissance symbolique. Ce que je trouve assez passionnant aussi dans cette histoire, c'est le spectre dans l'ancienne école qui obsède constamment. C'est un terme qui revient de manière permanente d'un compte-rendu de réunion à l'autre. On peut dire que c'est vraiment quelque chose qui obsède complètement. D'abord du point de vue de ses effectifs. En effet, UNO a un énorme succès auprès des étudiants, c'est indéniable. Ne serait-ce qu'en 1993, lorsqu'il s'agit de pratiquer l'espace 30-30 avec Henri Siriani et Edith Girard, 90 étudiants choisissent de pratiquer le 30-30, tandis que 49 autres étudiants sont avec les 6 autres enseignants de Paris-Belleville. Alors, bien sûr, c'est un enseignement qui essuie de très nombreuses critiques sur ces plans-là, parce que lui est reproché, bien sûr, ce qui rappellerait cet enseignement de masse qui a été reproché aux Beaux-Arts bien plus tôt. C'est un enseignement qui, par ailleurs, se donne les moyens de gérer la massification de l'enseignement par tout un tas de dispositifs. D'abord avec l'effort d'uniformisation des méthodes et des références, une volonté d'encadrement par couple, notamment la volonté ensuite de faire intervenir des étudiants pour échanger entre eux. Donc on a un enseignement qui essaie de s'adapter et bien sûr cela crée à la fois donc des tensions, notamment un courrier d'Olivier Dufaux, enseignant de Paris-Belleville, qui est assez révélateur, adressé à Claudier lorsque celui-ci est déjà parti d'UNO, un courrier de 1992, lorsqu'il dit « La majorité des enseignants de l'école considèrent que le gouvernement nous méprise, nous impose un enseignement de masse et une sélection déguisée. L'enseignement de masse, le système finalement le plus élitiste, forme des autodidactes, trie les doués, anéantit tout sens critique et est absolument contraire à tout ce pourquoi je me suis battue. » Pour Olivier Dufaux, je le cite à nouveau, « Nous sommes revenus au point de départ, le misérable système Beaux-Arts en plus appauvri. »
Tandis que Henri Siriani-Uno est en total désaccord finalement avec ce point de vue, en ce qu'il refuse qu'une sélection soit instituée à l'entrée. Donc de quoi créer des tensions entre Uno et ceux qui, en accord avec le principe de limitation et de sélection des étudiants imposés par Bernard Huet, veulent des effectifs restreints et répartis de manière équitable. Donc voilà, c'était un premier aspect de la recherche que j'ai faite ces dernières années, qui m'a particulièrement intéressée lorsque j'ai découvert ces archives aux Archives nationales. Un autre point qui m'a également extrêmement plu et vraiment passionné à nouveau, ce sujet m'a passionné, c'est le retour au projet et tout ce qu'il y a à nouveau de tension, de contradiction dans ce retour au projet très tôt, après cette nébuleuse contestataire de l'après 68. Et on peut dire que finalement, si le spectre de l'ancienne école obsède tant pour des questions d'effectifs, on peut dire qu'il obsède également pour des questions liées aux représentations graphiques. Depuis le moment 68 et au cours des années 70, on peut dire que c'est un monde, celui des architectes, qui se reconstruit difficilement et avec patience. Dans les années qui suivent 68, une partie de la génération 68, si elle a pu en partie vivement critiquer cette pratique du projet, très rapidement, veut redonner un sens à la pratique de la discipline et revenir aux attributs de la profession. Et alors tout est à réinventer, c'est-à-dire il faut réinventer les motivations, la signification, l'exigence et la nécessité de leur conception de l'architecture, c'est-à-dire pourquoi le projet et la construction auraient-ils encore un sens après avoir été autant, on va dire, haïs, tout simplement, au lendemain de 68. Donc comment faire pour que ces deux actes de l'architecture, projet et construction, correspondent avec leur époque ? Et ce sont des questions qui conduisent finalement quelques-uns de cette génération 68 vers une révision et un approfondissement des attributs de la profession. Ce qui est intéressant dans le cas de l'enseignement d'Henri Siriani concernant les années UP7, c'est que très tôt, en fait, Henri Siriani fait le choix de valoriser le projet et de dire finalement qu'un retour au projet est possible. C'est-à-dire que dès 71, d'après les archives que j'ai eues, privées, publiques, dès qu'il s'agit de travaux d'étudiants, on peut s'apercevoir que dès 1971 est remis en avant cette pratique compositionnelle. Manipulation des compositions depuis une forme simple, imitation de modèles d'architecture plus ou moins divers. Finalement, dès 71, sous Henri Siriani, sont transmis des principes du travail du projet. Il y a cette expression de Manfredo Tafuri que j'aime beaucoup lorsqu'il parle des Five. Il parle de rigoriste de la composition. Et je trouve que cette expression va très bien à cette école, j'utilise ce terme du tout de manière péjorative, mais du moins à ces étudiants qui sont passés par cet enseignement. On peut dire qu'il y a recherche compositionnelle, et il y a en effet un travail sur l'espace et sa maîtrise dès ces années. Il s'agit non pas bien sûr d'un travail de composition par addition de type Beaux-Arts, cette dimension est complètement absente de cette pédagogie, mais il s'agit davantage d'un maintien d'un processus compositionnel qui se rattache avec la question du plan libre, c'est-à-dire lié à la problématique de l'équilibre. Donc tout tourne autour de des relations entre les espaces, et il s'agit d'apprendre à mettre en ordre, de donner du sens par des choix d'organisation spatiale. Donc sont transmis des vecteurs. Uno et Uno sont des vecteurs essentiels finalement de propagation de méthodes de conception. Et pendant plus de 30 ans, en fait, tout cela va être réutilisé, transmis et acquis. Donc je vous présente quelques pages d'un numéro de 1976 d'AMC où est présentée la production étudiante de l'atelier Siriani-Marotti, puisqu'ils étaient deux. François Marotti s'occupait des 2 premières années. Henri Siriani, dès la 3e année, prenait en charge les étudiants. Et donc ces magnifiques pages en fait, sont absolument révélatrices du travail sur cette composition, cette recherche compositionnelle de l'atelier. Également cet exercice qui a été conduit dès le milieu des années 1970 en 3e année, l'un appelé l'image, où il s'agissait à partir d'une image choisie par chaque étudiant et de réaliser ensuite un dessin d'architecture, plan et puis maquette pour certains, comme celle de Fabrice Lefebvre-Dupré,
qui a été retrouvé dans les archives personnelles d'Henri Siriani. Donc, ici l'image, et de l'autre l'hypothèse, où l'étudiant devait imaginer une hypothèse et mettre en espace en fait cette hypothèse. Et donc c'est un apprentissage rationalisé du processus projectuel qui finit par faire école. On peut dire que s'assimile et se transpose dans les travaux d'étudiants normes et modèles. Et donc l'architecture est bien appréhendée comme langage, comme le révèle d'ailleurs notamment ce qui fait à peu près sens au moment où on lit Peter Eisenman et l'ensemble de ses publications. Donc tout ceci se produit finalement à un moment, dans un récent mouvement de conquête d'une autonomie de la pensée architecturale. Dans le cadre dans cet enseignement, on peut dire que les élèves s'intéressent particulièrement à la permanence des structures et de fait, donc, on recourt aux éléments de la composition. En fait, sont utilisés des moyens qui rappellent par certains aspects l'approche de Charles-Édouard Jeanneret et d'Amédée aux enfants, lorsque dans l'esprit nouveau, il s'intéresse, disons, à l'orchestration des émotions. Donc là, je cite l'analyse d'Estelle Thibault de son livre « La géométrie des émotions ». C'est-à-dire qu'il s'agit du recours à une simplification formelle, au tracé régulateur et au rythme. Et donc la ligne, là cette fois-ci je choisis de citer plutôt Henri Siriani, dans toute sa force, son espace, son épaisseur, son horizontalité, et ce sur quoi les étudiants de l'atelier de l'UP7 viennent et reviennent pendant leurs études. Un projet ici particulièrement révélateur de ce que je viens de vous dire est celui d'Annick Bale, diplômée en 1979, mais aussi celui de Marie-Claude Roux, qui a conservé l'ensemble de ses archives, c'était un vrai petit bijou. Et particulièrement ce projet pour l'aménagement du secteur de la Villette, un projet de 1974-1975, où elle écrit elle-même, lorsqu'elle revient sur ce qu'elle a pu faire, après plusieurs épurations abstraites, j'ai abouti à une ligne qui parcourt tout le terrain en bordure du bassin. C'est alors selon elle un travail sur la géométrie et il y a un désir d'ordre. Cette approche du travail de projet, en fait, se retrouve tout à fait chez les diplômés d'UNO, avec en arrière-plan finalement un autre corpus de référence. À l'UP8, très clairement, on peut dire que le champ d'exploration se réduit, du moins pour les premières années. Et l'œuvre de Le Corbusier, mais aussi celle de Mies van der Rohe et Theo van der Spoel, retiennent désormais l'attention. Donc, en plus de la logique rationnelle du projet, une autre dimension devient clairement patente, c'est celle de l'expérience spatiale. On peut dire qu'en accord avec les enjeux d'une période de réhabilitation du mouvement moderne et d'affirmation disciplinaire, le développement de l'espace intérieur et de fait celui de la forme elle-même deviennent de réelles préoccupations pour les diplomables d'UNO. Et finalement, loin d'être incompatible avec la logique rationnelle du projet, la question de l'expérience spatiale s'analyse avec les mêmes outils. On peut dire finalement qu'il y a une poursuite et une inflexion de méthodes antérieures. Là-dessus, je vous présente un travail de Christophe Guillouette qui a aussi de très belles archives conservées. Donc cette fois-ci, il s'agit de l'exercice du logis, dans la continuité des exercices de troisième année de l'UP7. Donc ici, le programme et tout ce qui est à représenter au sein du projet étudiant, donc une codification des fonctions, tout dessiné au stylo Rotring, ce qui fait de magnifiques archives, et puis le travail de maquette de troisième année, réalisé en 1981. Également des archives plus tardives, Estelle Thibault, qui a été étudiante diplômée dans les années 90 et qui a conservé son carnet 30-30, l'hypothèse étant le passing shot. Et là-dessus, elle a réalisé tout son travail depuis cette hypothèse jusqu'à une mise en dessin que l'on peut voir ci-dessous. Donc, d'autres dessins de cette même étudiante avant d'arriver à ce rendu final. Donc, je parlais à la fois logique rationnelle du projet et expérience spatiale qui deviennent au cœur finalement de l'approche d'UNO. Et il me semble que parmi les travaux que j'ai retrouvés, ceux-ci, présentés dans le catalogue d'exposition de 1983 à la Cooper Union de l'enseignement d'UNO, est assez révélateur finalement de ces deux dimensions dans cet enseignement, où d'un côté, dans l'un des deux travaux, on a dans la continuité des années Grand Palais 400 logements de Créteil Sud, imaginés donc sous la forme d'une ligne horizontale qui doit donner sa qualité à une périphérie perdue de l'espace urbain.
Et de l'autre, on a finalement une focalisation sur un volume simple et les éléments qui le composent. Et en fait, il semble que c'est davantage une construction logique qui semble s'expliquer en elle-même. Dans cet enseignement, donc, il est bien question de repérer des lois, des principes, et c'est pour cela aussi qu'un ensemble d'œuvres, et particulièrement celles de Le Corbusier, font sens. Il s'agit de retrouver ces lois et ces principes dans l'œuvre de Le Corbusier. Le Corbusier, dont l'œuvre intéresse les diplômés, les diplomables même, qui ont été abreuvés pendant plusieurs années de références liées au mouvement moderne. Donc on peut dire qu'il y a bien une architecture modèle, une architecture qu'il s'agit de décrypter, et au sens où Bernard Huet l'entendait, d'imiter. Donc je précise ce que Bernard Huet entend par imitation. C'est l'imitation n'a rien à voir avec la mode, c'est un processus profond, rationalisé, productif, qui doit échapper à tous les stéréotypes. La véritable démarche consiste à découvrir la raison d'être des solutions formelles par l'observation attentive de la manière avec laquelle un problème a été posé par tel architecte dans tel bâtiment ou encore dans l'histoire, et tenter de retrouver avec des moyens adaptés ce que l'on a observé. Comprendre en profondeur les questions et la manière avec laquelle les réponses ont été données, mais sans imiter. Les réponses, c'est la véritable imitation. C'était un magnifique entretien, vraiment passionnant, de Bernard Huet avec Jacques Lucan dans AMC en mai 83. Donc il y a un véritable travail d'observation-décomposition, parmi duquel finalement est issue, il me semble, une architecture quasi autoréférentielle qui semble voir le jour. Et là-dessus, parmi plusieurs projets, celui de Cyril Fèvre-Aublin m'a particulièrement intéressé parce qu'il me semblait vraiment révélateur finalement de cette architecture quasi autoréférentielle. C'est le diplôme donc, de Cyril Fèvre-Aublin de 1987. Et dans ce projet, qui lui aussi finalement est issu d'un travail d'imitation, en ce que les peintures de Paul Klee, Piet Mondrian et Jackson Pollock en ont été à l'origine, la logique structurelle finalement interne du musée est au cœur des préoccupations. Et l'œuvre qui en est issue, finalement, est une forme autonome dont l'élaboration semble dépendre essentiellement des relations et des éléments qui la composent, et sans lesquels la maîtrise d'éléments extérieurs ne serait pas envisageable. Donc ce sont les parois, la structure, la toiture sur lesquelles l'étudiant travaille, et c'est par eux qui réfléchissent la lumière naturelle que le diplômable obtiendrait ce qu'il veut, c'est-à-dire construire le regard. Se réapproprier la possibilité de concevoir sans être accusé de régression, en fait, c'est ce qui est en jeu finalement au cœur de cet enseignement et plus largement dans le champ de l'architecture. Et il me semble que l'enseignement d'Henri Sariani-Uno propose une alternative, notamment de par son approche syntaxique. Bien sûr, les ambiguïtés de cette approche persistent. Et notamment dans la mesure où si une expérience spatiale s'offre à l'étudiant, celui-ci néanmoins semble mettre de côté toute dimension sémantique. Je pense à la matérialité, à la construction, et puis à cette dimension particulièrement importante des années 68, le réel. Il me semble que ces formes réalisées par les étudiants peuvent être regardées en elles-mêmes et pour elles-mêmes, ce qui crée en effet toutes ces tensions inhérentes à cet enseignement. Et finalement, comme l'explique très bien Jean-Louis Violot, dans son livre Mai 68 et les architectes, cette question du projet et de sa représentation, presque à elle seule, reflète la complexité de l'héritage jamais soldé de l'école des beaux-arts. Et de fait, de faire le choix finalement de placer le projet au cœur de l'enseignement, de son enseignement, l'enseignement d'Henri Sariani-Uno essuie dès ses débuts des critiques, notamment des UP7. Alors, je parlerai peut-être par exemple de Paul Mémon, qui est un autre enseignant très important du P7, totalement en désaccord avec l'approche d'Henri Siriani, au point de l'accuser de formalisme, pour le citer, mais aussi finalement d'élèves qui suivent l'enseignement d'Henri Siriani à UP7. Je pense notamment à ce diplôme d'Archigroom, qui est un diplôme collectif réalisé en 1973 par 9 étudiants, et qui en fait s'en prennent complètement à cette notion de projet et qui décident finalement de quitter l'atelier d'Henri Siriani pour finalement faire leur diplôme sous la direction de Philippe Serre. Ils s'inspirent très clairement d'Henri Lefebvre, qu'ils ont dans leur jury, et ils disent « Par le graphisme, l'architecte accentue l'une de ses principales contradictions, le fait qu'il élabore des représentations de l'espace alors que la réalité, la pratique sociale
se développe dans des espaces de représentation. Il entretient le mensonge, la manipulation de l'usager, ignorant les espaces de représentation de celui-ci et contribue ainsi à son aliénation. Donc on sent bien toute la veine post-68, mais on voit bien qu'en fait, à ce moment-là, l'enseignement d'Henri Sirgani, s'il a été mis assez tôt en place, il a fallu attendre très clairement le milieu des années 70 pour que des étudiants soient complètement en accord avec cette approche, dans la mesure en fait, où le souvenir des grandes compositions graphiques est encore récent, en 1973. Pour Archigroom, il s'agit d'être pour le réel, je cite, contre l'impérialisme du dessin. Il rejette en bloc finalement la virtuosité de l'exécution et plus largement l'acte de représenter. En fait, on ne peut pas ne pas se dire qu'ils font référence au travail sur l'image et l'hypothèse de l'enseignement d'Henri Sirgani, en ce qu'ils disent refuser l'abstraction. Pour eux, finalement, les projets de cet enseignement seraient l'expression pure de la structure du pouvoir qui les a engendrés. Mais au-delà de cette veine de 68arde, je vous présente donc d'autres dessins issus du diplôme collectif d'Archigroom, très caractéristiques sous la forme de fanzine de ces années où il ne fallait pas faire de projet, mais il fallait écrire, et quelques dessins peut-être humoristiques à la rigueur. Un très beau diplôme, très intéressant ceci dit. Et des critiques, ou du moins qui sont reprises, mais de manière assez différente par des étudiants comme Laurent Gilson, qui fut avec Jean Masse et Simon Rodriguez, notamment étudiant d'Henri Tastemain à l'UP7, avant de rejoindre finalement Henri Sirgani lui-même, et assez actif dans la revue d'UP, qui est la revue de l'UP7, une revue géniale, pour être très honnête, que j'ai adoré lire, parce qu'elle est clairement, très critique envers ce qui se fait à l'échelle de l'enseignement, mais aussi de la profession, mordante, mais très intelligente. Et les étudiants de l'UP7 n'hésitent pas à s'exprimer très librement, sur tout et aussi sur cet enseignement. Et Laurent Gilson dit, du moins pas tant ses réticences, mais ses réserves. Lorsqu'il dit « L'image permettant la nécessaire déconnexion culturelle ouvre les voies à une réflexion purement formelle, ce qui, selon lui, amènerait à une réflexion déconnectée sur l'espace, ne le pensant plus en fonction de ses caractéristiques architectoniques, mais à travers ses concepts propres. » Donc c'est un point de vue qui en effet est absolument intéressant pour voir encore à quel point cette pratique du projet interroge, questionne, au point où les étudiants en sentent le besoin d'en discuter, d'en parler. Et bien sûr, il y a eu des échanges assez musclés par la suite, dans d'autres pages. Une question finalement qui se pose, c'est que s'il y a cohésion malgré les évolutions dans les méthodes de conception, de l'UP7 à l'UP8 puis Paris-Belleville, on peut se demander ce qu'il en est de la production graphique. En fait, l'atelier du P7 et celui du Douno sont-ils les lieux de l'affirmation d'une esthétique particulière? C'est une question à côté de laquelle on ne peut pas passer quand on s'intéresse à cette histoire. Et ces questions finalement en rejoignent une autre, plus large. Cette pédagogie, qui transmet des principes de conception auxquels sont associés une pratique du projet, devient-elle un système d'enseignement, ou autrement dit, verse-t-elle dans un académisme? C'est une notion que j'utilise à nouveau avec le regard d'une historienne, mais pour laquelle qui a un sens à l'échelle de l'histoire, mais qui, en fait, dès après 68 et encore aujourd'hui, a une dimension très négative, en raison notamment de l'attitude légaliste qu'elle peut laisser supposer. Et finalement, c'est un reproche qui revient assez souvent de la part d'autres architectes. Donc pour, par exemple, le numéro de 1992 de l'architecture d'aujourd'hui sur Henri Sirgani, est donner la parole à l'ensemble de personnes qui ne sont pas enseignants d'UNO et qui doivent dire ce qu'ils pensent de cet enseignement. Et Christian Ovette, par exemple, dit, par exemple, « Je ne suis pas d'accord avec le Sirgani académique. Si l'on replace le sirganisme dans le mouvement international, c'est un académisme qui fabrique des objets qui apparemment ressemblent à ce qu'ils auraient pu être voici un demi-siècle à l'époque héroïque du mouvement moderne, mais sont en réalité bourrés de contresens. » Une remarque également de Christian de Portzamparc, on reproche souvent à Sirgani son dogmatisme, une sorte d'intolérance exclusive. Quoique souvent teintée d'humour, elle représente bel et bien une limite, et elle sert sans doute à fonder un groupe, mais le renferme aussi bien sur la certitude de sa validité, le prive de cette notion de doute et de recherche inhérente à l'âge moderne. Cela produit une sorte d'académisme.
Avant d'ajouter, et c'est intéressant cette nuance qui en fait vient toujours de la part de ces architectes qui veulent émettre une première critique, mais il faut des académies, des endroits où sont dispensés un enseignement très engagé et assez rigoureux. Et c'est finalement l'ambivalence de l'enseignement imaginé à l'UP7 et développé à l'UP8 qui pose une question très intéressante. Finalement, vouloir faire de l'étudiant un projeteur compétent, capable d'exercer lorsqu'il sort de l'école, est-ce possible sans programme d'enseignement issu de principes de composition et de corpus de modèles? Une pédagogie à dimension professionnalisante peut-elle être finalement opérante sans l'apprentissage d'une méthode? C'est une question que je trouve assez intéressante et que pose tout à fait cet enseignement et les propos qui sont autour. Et d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant de voir la réponse de François Seigneur, toujours dans ce numéro de l'architecture d'aujourd'hui de 1992. François Seigneur qui dit ne pas apprécier cette pédagogie, mais qui ne peut pas s'empêcher de dire en fait qu'il travaille avec des étudiants d'UNO, parce qu'il s'applique, il dit, à développer la méthode, à la faire passer. Ils essaient de reprendre, de réécrire. On sent un apprentissage très rigoureux. Et en fait, c'est en cela que c'est ce qui fait finalement toute la dimension intéressante d'Henri Sirgani-Uno. Une autre chose intéressante, une autre énième tension vue au cours de ces années de recherche, qui cette fois-ci ne concerne plus le champ pédagogique, mais plutôt une fois que les étudiants ont quitté les études et se mettent à construire, c'est cette tension entre le particulier et le général. Je vais m'expliquer petit à petit. On voit bien qu'en fait, un ensemble de questions est absolument non résolu à l'échelle du champ de l'architecture. Et finalement, l'enseignement d'Henri Sirgani-Uno est tout à fait intéressant de ce point de vue-là, en ce qu'il est révélateur de ces questions non résolues. La décennie 1980 est celle de la valorisation, de la légitimation de la vision que défendait Henri Sirgani-Uno. Valorisation et légitimation, en fait, dans la mesure où sont mises en avant, où les idées mises en avant par cet enseignement sont en phase avec les critères des instances qui définissent l'architecture légitime. Et comme le dit très bien Véronique Biot, la reconnaissance symbolique se convertit très probablement en une facilité accrue d'accès aux commandes et surtout aux commandes les plus valorisées symboliquement. En fait, l'enseignement d'Henri Sirgani-Uno fait valoir l'idéal de l'intellectuel spécifique et reste attaché à la figure du créateur. Et en cela, ça fait sens avec donc toutes ces instances de légitimation qui, elles, font valoir cette figure de l'homme de l'art, ce créateur au talent de synthèse capable de s'imposer au-dessus de toutes les spécialisations des métiers de la construction. Et finalement, cet homme de l'art, c'est un modèle qui rappelle celui de l'architecte artiste, et c'est un modèle particulièrement mis en avant. Et là-dessus, notamment pour des questions d'aisance dans la phase de conception, mais pas que, mais je ne pourrais pas m'étendre sur cette question ce soir, on voit bien qu'un nombre conséquent d'anciens étudiants d'Henri Sirgani-Uno deviennent de jeunes lauréats de la commande publique. Ils deviennent souvent récompensés lors des albums de la jeune architecture, lors du PAN. Et donc, comme dans un tel contexte, on peut dire que l'État semble bien boucler la boucle avec les grands maîtres d'ouvrage publics et parapublics, en ce qu'il confie donc ses principales commandes aux concepteurs que l'État donc a contribué à désigner comme les plus talentueux, c'est-à-dire les lauréats des concours de labellisation à Japon. Ce que révèle, entre autres, je n'ai pas développé, ici est présenté en fait un projet primé de Michel Bourdeau pour la 13e session du PAN en 1984. Et en fait, c'est un projet qui est particulièrement intéressant en ce qu'il montre bien en fait cette importance accordée à la spéculation, on va dire, sur le travail de projet. Et c'est quelque chose qui peut être valorisé par les jurys, qui sont très souvent en fait eux-mêmes architectes. Donc c'était un projet pour montrer, pour parler en effet de cette valorisation de la figure de l'homme de l'art, de l'intellectuel spécifique attaché au projet moderne. Donc quelques images encore de ce projet. Même remarque pour le projet de l'équipe Archipel, très intéressant, où en effet il s'agit d'imaginer quelque chose qui en effet soit quelque chose qui soit force en quelque sorte de proposition et qui peut-être même si la faisabilité n'est pas forcément possible. En fait, c'est vraiment l'idée, d'après ce que je lis dans les comptes rendus de jury, c'est ce qui va vraiment intéresser. En fait, c'est la conceptualisation, l'idée, et puis bien sûr la mise en projet.
Donc même si le jury parfois ont des réserves en effet sur la possibilité de réaliser ces propositions. Voilà. Oui, je voulais donner un exemple en fait pour vous montrer en effet à quel point une fois lauréat d'un concours de labellisation, on va dire le lauréat avait quand même une certaine facilité dans l'accès à la commande. Par exemple, Philippe Dubois, lui qui a remporté le Pandis, a été ensuite invité à 17 concours, en a gagné un. Il a fini par construire 82 logements, 32 maisons, une halle industrielle et une école à Marne-la-Vallée était en cours d'études alors quasiment dans l'immédiat post-Pan. Et parmi bien sûr l'accès donc à la construction, il faut bien sûr parler d'un jeunisme d'État, mais il ne faut pas oublier bien sûr un jeunisme municipal. Donc toute une génération qui a été très vivement valorisée par cette figure de Michel Lombardini à la tête de la RIVP, donc la Régie immobilière de la ville de Paris, qui a fait construire d'anciens étudiants d'Henri Sirgani-Uno, mais pas que bien sûr, mais en tout cas beaucoup de personnes qui ont été lauréates ou mentionnées de ces concours labels. Pour revenir donc sur cette tension entre le particulier et le général, je voulais expliquer en fait que la décennie 80 était en fait assez révélatrice de la difficulté finalement française à s'extirper de la culture de la généralité. Je parle de culture de la généralité, c'est-à-dire c'est un terme qui est issu de l'ouvrage de Pierre Rosanvallon, Le modèle politique français. Et c'était très intéressant comme notion quand il s'agissait d'explorer les archives de la MIC, la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques. Je vais davantage expliquer, en ce qu'on voit bien vraiment une tension entre la volonté de laisser davantage de marge dans un contexte de décentralisation, disons à des collectivités locales ou à des maîtrises d'ouvrage plus locales, et cette volonté malgré tout, en tant que pouvoir central, de donner l'exemple de l'architecture à produire. Donc une culture de la généralité, c'est-à-dire, autrement dit, la persistance de l'idéologie jacobine, suivant laquelle les citoyens devraient se dissoudre le plus possible dans la généralité pour défendre la République unifiée et indivisible en tant que modèle de société et d'État. Donc on peut dire que c'est une tension entre les aspirations particulières et la construction d'une référence générale qui parcourt également les années François Mitterrand, bien que furent promulguées sous sa présidence les premières lois de décentralisation, donc les lois de fer de 82-83. Et en fait, cette difficulté à s'extirper donc de la culture de la généralité se retrouve tant du côté du pouvoir central que des architectes appartenant à cette élite professionnelle, tant du point de vue des comportements et des représentations. D'où cette tension entre le particulier et le général dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point cette tension, notamment, elle persiste en raison notamment d'un certain amateurisme en matière d'organisation de concours de la part des nouveaux commanditaires. Je pense essentiellement, mais pas que, aux maires. C'est assez révélateur lorsqu'on lit les comptes rendus de la MIC, qui se veut donc un organisme qui est directement placé sous l'autorité du Premier ministre, créé en 1977 et qui a un rôle d'aide et de conseil technique auprès des maîtrises d'ouvrage public et qui, le plus souvent, envoyait des architectes sur concours pour suivre en effet ce que faisait chaque maître d'ouvrage public qui devait choisir donc un architecte. Donc conseil et aide, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est que ces architectes qui appartiennent à l'élite professionnelle, le plus souvent AJA, passaient en fait par tout un circuit d'élite. Et en fait, ces comptes rendus de la MIC sont absolument révélateurs des comportements de représentation chez les architectes, qui sont proches, qui constituent l'entourage de la MIC. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il s'agisse d'une partie du pouvoir central, donc je pense à l'AMIC, donc je vais rapidement mentionner Francis Ledoré à gauche, Jean Millet à la tête donc, de l'AMIC au cours des années 80, avant que Jean Belmont arrive également à la présidence de l'AMIC. Ce sont trois personnalités notamment qui sont vraiment qui incarnent cette haute autorité de l'architecture, l'AMIC, et en fait qui diffusent cette idée et qui rejoignent et qui sont d'accord en cela avec les architectes qui constituent leur entourage que les nouveaux commanditaires publics seraient des acteurs à éclairer, à éduquer, Et du point de vue des architectes proches de cet organisme, l'État central semble bien constituer le seul rempart contre les pratiques douteuses de pouvoirs locaux.
L'État central, finalement, semble jouer un rôle essentiel de garant de l'intérêt public au cours de ces années. Et l'AMIC intervient sur tout type d'opération. Je pense à l'extension d'un lycée en Île-de-France, à la réalisation d'une salle polyvalente dans une commune de 3000 habitants, du côté de Belfort, à la construction d'un centre nordique dans le Jura, etc. etc. C'était vraiment passionnant, parce que sur tout type de programme plus ou moins mineur, on avait vraiment des comptes rendus passionnés d'architectes qui allaient sur place et qui voulaient véritablement faire valoir leur vision de l'architecture et de l'architecte. Et donc on peut dire qu'on a bien qu'il s'agisse d'une partie du pouvoir central ou alors de ces architectes d'élite, on a bien une conception de l'architecte comme figure éclairante attachée donc à la vision de l'élite artiste et au progressisme social. Il s'agit bien progressisme social et élite artiste au sens où il s'agit d'éclairer, mais en étant au-dessus ou en voulant s'extraire par ailleurs de la société, pour constituer un groupe restreint et compétent. Des architectes qui appartiennent en fait à l'élite professionnelle, proche de l'AMIC, qui sont en accord avec l'ensemble donc des conceptions, des principes d'une partie du pouvoir central. Les architectes de l'AMIC, mais aussi les architectes conseils de l'État, et ce sont souvent les mêmes lorsque l'on fait un calcul rapide des noms qui composent chacun de ces groupes. Et on voit bien une vision, une représentation qui perdure, celle de la grandeur, de la noblesse de cette figure de l'architecte qui se consacre au service de l'État. Parmi les architectes prétendants, il y a bien cet attachement à la figure de l'architecte engagé, cet engagement fidèle à l'engagement avant-gardiste, d'après lequel le créateur se situerait donc au plus loin de la société tout en étant à la fois à son service. Et on peut dire finalement que la persistance de cette culture de la généralité se révèle sur le plan esthétique. Finalement, de manière assez paradoxale, la passation opérée par l'État central au cours de la décennie 1980 est l'occasion d'ériger en exemple, disons en plus d'une méthode d'organisation des concours, un modèle d'architecture. C'est-à-dire qu'une écriture en particulier est mise en avant par les nouveaux grands serviteurs de l'État. C'est une notion que j'ai choisie, qui serait peut-être à revoir, mais c'est celle pour laquelle, pour l'instant, c'est celle pour laquelle je choisis de garder ce soir. C'est-à-dire cette écriture des volumes simples et calmes, articulés avec ordre et lisibilité. C'est ce qu'écrit très bien en fait Pierre Leju, architecte consultant de l'AMIC, quand il généralise sur un concours en 1987. Donc des volumes simples et calmes, articulés avec ordre et lisibilité. D'autres propos révélateurs également de ce modèle d'architecture, ceux de Michel Raymond, qui écrit à propos du concours pour le Centre de recherche sur la physico-chimie des surfaces solides à Mulhouse en 1992. Bien entendu, un tel déballage de forme a plu immédiatement à tous les non-architectes. Il parlait de coup de cœur, alors que tous les architectes défendaient la rigueur et la simplicité du projet Spitz. Donc c'était un architecte candidat. Éric Saunier, également, de commenter en 1990, à l'occasion du concours pour le lycée international de Ferney-Voltaire dans l'Ain, que je vous montre ici, un projet de Jean Dubu et Jean-Pierre Lotte. Le projet Dubu-Lotte a su allier l'économie d'intervention, une réponse évidente au programme et une écriture simple et onirique dans cet univers modèle des années 70. Donc simplicité, calme, rigueur. En fait, si le pouvoir central ne donne aucune orientation relative à l'esthétique du projet, il semble bien valoriser néanmoins comme une partie de l'élite architecturale ces caractéristiques. De fait, le discours que tiennent les donneurs d'ordre et les acteurs de la nouvelle maîtrise d'ouvrage défendent à la fois, disons, le principe de l'unicité, c'est-à-dire chaque bâtiment devrait être unique, singulier, et celui de la modestie. Une conception, en fait, qui est ouverte aux tensions. S'il s'agit de réaliser des œuvres symboles, celles-ci ne doivent pas être des œuvres choc ou spectaculaires. Sinon, l'image de la puissance publique ne serait pas clairement identifiable. Et de ce point de vue, le bâtiment de Simon Rodriguez-Pagès et Pierre Bolz, l'inspection académique de la Haute-Marne à Chaumont, livré en 1988, est assez intéressant, ne serait-ce que si je cite un catalogue d'exposition architecture et construction scolaire de 1985, il est mis « Premier ouvrage d'une jeune équipe, ce bâtiment simple et fort est aussi un outil efficace au service du public ». En fait, on voit bien qu'un édifice doit pouvoir incarner une institution, mais avec convenance, afin notamment que n'importe quel individu soit immédiatement capable de reconnaître sa fonction institutionnelle.
Et en fait, cette problématique rappelle finalement celle de l'architecture publique du XIXe siècle, disons centrée sur la lisibilité républicaine. Je vais citer Bernard Huet dans le catalogue d'exposition Architecture publique 1990. Il dit « C'est cette lisibilité républicaine qui fait qu'un Français moyen est encore capable aujourd'hui d'identifier presque immédiatement le théâtre municipal, le palais de justice ou la gare d'une ville moyenne française qu'il découvre la première fois. » Et c'est assez pertinent la question que pose Jacques Lucan dans AMC en 1988, lorsqu'il pose la question après l'exposition, l'événement Architecture publique 1988. Il dit « Existe-t-il un style MIC ?» Donc en effet, chaque édifice semble bien destiné à accueillir des institutions devant constituer un symbole clair et net du pouvoir. Donc je vais terminer ce propos pour revenir peut-être sur davantage un questionnement, disons, sur les limites de cet idéal social et professionnel, porté notamment par les diplômés d'Henri Sirgani-Uno, des limites au regard de la réalité contemporaine et de tensions internes. Et je voulais juste en mentionner deux, notamment une notion qui est intéressante, c'est celle d'experts. On a des experts, donc qui, s'ils sont architectes conseils ou architectes représentants de l'AMIC, qui devraient accomplir une mission, disons, pédagogique, en assurant le lien entre l'administration centrale et l'administration locale. Sauf que c'est une question assez intéressante. Être conseil médiateur ou conseil expert sans être pour autant dans une relation d'autorité, est-ce possible? Et l'un des architectes conseils, Mario Azaguri, j'espère que je le prononce bien, revient sur les contradictions d'un corps finalement qui veut éclairer sans être autoritaire. C'est-à-dire que cette notion d'expert est bien à l'origine d'une attitude voulant laisser une plus grande latitude, tout en étant par ailleurs dirigiste. Et c'est l'une des questions intéressantes et qui semble bien montrer un peu toute l'ambiguïté de cette approche des architectes conseils et des architectes MIC. Par ailleurs, autre question qu'on peut se poser sur les limites de cet idéal professionnel, c'est cette question, en effet, du point de vue des représentations et des discours, finalement des logiques, des mentalités qui s'affrontent sur les concours publics. C'est-à-dire entre grands serviteurs focalisés sur une haute culture légitime et puis ceux qui ne sont pas nécessairement architectes, qui ne sont pas nécessairement portés sur des questions d'architecture. En fait, on peut dire que c'est une vision qui peine à s'imposer auprès d'élus locaux en quête de gestes architecturaux qui donnent finalement la priorité à la singularité et à l'excentricité au détriment d'autres valeurs. D'autant plus que, plus largement et en lien avec cette logique centrée sur la singularité et l'excentricité, se produit un phénomène, disons, international de starification des architectes à l'origine d'un système d'accès à la commande caractérisé par la mise en valeur individuelle de l'architecte. Et on peut dire que la figure de l'architecte d'élite que l'enseignement d'Henri Sirgani-Uno défend, une figure à dimension nationale, attachée à une politique volontariste et à un individualisme d'universalité, on peut se demander, est-ce que ça pouvait vraiment faire le poids face à cet autre architecte d'excellence qui allait dominer le monde de l'architecture dès les années 2000, c'est-à-dire celui associé au Star System, et que la jeune docteure qui est déjà intervenue dans ce cadre-là, Julie André Garguilo, a choisi d'appeler l'architecte extraordinaire dans sa thèse de doctorat. Au fond, le projet de l'école d'Henri Sirgani-Uno, attaché à l'idéologie jacobine, plaide pour une élite professionnelle nationale qui semble se heurter finalement au développement d'un système contraire à ses orientations, celui des architectes stars mondialisés, attachés donc à un marché de la réputation. Un système qui nécessite de construire pour chaque architecte leur réputation pour l'accès à la commande. Et de ce point de vue, l'exposition réalisée sous la coupe de Luciana Ravanel et Patrice Goulet en 1989 à l'IFA Temps sauvage et incertain est très révélatrice de l'émergence de la valorisation d'une série de signatures individuelles et internationales au lieu des architectures en tant que telles. Et donc, conséquence de ce phénomène, disons, très global, conséquence à l'échelle locale, on a bien, en fait, de la part des élus locaux, une quête d'artistes qui pourraient être véritablement artistes, de leur point de vue, devraient faire preuve d'originalité et de sa capacité à exprimer son intériorité. C'est-à-dire qu'on a un très grand désir d'égo-architecture. Cette architecture définie comme devant être nécessairement singulière. Et donc, cela fait valoir les partis esthétiques forts, les images spectaculaires et marquantes.
des orientations qui, en fait, ne vont pas dans le sens des architectes d'élite proches de la MIC ou appartenant encore des architectes conseils de l'État. Ces concepteurs à l'approche contradictoire, nous l'avons vu, en ce qu'il s'agit de refuser l'impératif de singularité et en même temps de rester attaché à la figure constituante de l'architecte-artiste à l'origine d'une œuvre au lieu d'une production. Et donc les tensions qui parcourent ces architectes d'élite semblent bien être trop fortes pour être en phase avec ces nouvelles conditions de la commande. On peut dire finalement que les nouveaux grands serviteurs revendiquent particulièrement leurs convictions sur la bonne architecture ou l'architecture légitime. Mais, et ce sera ma question finale, que peut cette logique puriste qu'ils tentent d'imposer par tant de libéralisation des critères de l'excellence, celle-ci devant être désormais nécessairement singulière au lieu d'être définie comme la capacité de maîtriser les canons. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci.